Un jour, j'ai eu l'idée folle de faire le tour du monde en ULM pendulaire, en quête d'aventure. J'ai choisi l'ULM parce qu'il me permet de me poser presque n'importe où. Je m'appelle Xavier Resset, je suis né et je vis en Suisse, à Verbier. L'idée n'est pas de faire le tour du monde des aéroports. Je veux rester au plus près de la nature. Inutile de vous dire qu'avec la combi, j'ai pas froid. All the governments in the world should also know that maybe preserving of natural resources should be a priority. We are the human being, we can create anything. Après pas mal de démarches et d'inquiétudes, l'ULM a fini par être envoyé depuis l'Afrique du Sud à Malacca, en Malaisie. Il y a eu pas mal de sortes de petites guêpes qui aiment vraiment bien aller se mettre à l'intérieur. Et là, vu que toute la machine était couverte, j'ai pas mal de ces petits nids. Alors on va faire une inspection détaillée de la machine pour voir s'il n'en reste pas d'autres. Là, je vois en fait que la moitié de la soudure de la pièce qui tient l'aile à la machine, en fait, elle est dessoudée et puis il y a une fissure là. Tant mieux que je le découvre maintenant parce que si ça pète, je fais un sacré vol plané. C'est parti pour un jour ou 2 jours de remontage et de modification machine. Yeah. Le gros travail est de remettre un nouveau radiateur, changer l'arceau, les pinces de frein. Xavier Resset, I'm the captain of the ultralight Flat World, which is ready to take off. Après 2 vols tests sans souci, je m'envole vers l'île de Tioman, à l'est de la péninsule malaisienne. Je survole des fermes piscicoles et ensuite, à perte de vue, s'étend le fléau qui détruit la forêt primaire malaisienne. Elle aura bientôt totalement disparu au profit de multinationales exploitant l'huile de palme. Un constat flagrant depuis les airs. Je suis en train de traverser la jungle sur une toute petite route en béton pour me rendre dans le petit village de Juara à la rencontre de Eva du Juara Turtle Project. C'est juste monstre beau quoi. I love the motorbike. We love turtles. The aim here is to try to protect the nesting turtle population that remain in the island, because it's already decreased a lot in the past 30 years. There were these regular nesting areas for sea turtles. But nowadays, the green turtles represent the actual yearly nesting areas. All the others, it's gone. All the others are gone or are very single nests and spare. The population has decreased a lot. We used to have 4 types of nesting turtles for species. They're like in the 80s. We had the leatherbacks, we have olive ridleys, and we have green turtle and hawksbill turtle. But right now, just green turtle and hawksbill turtles remain. The others have become extinct in Malaysia. In all Malaysia. Yeah, Malaysia used to be the #1 country for nesting leatherbacks. #1, and now it's 0 remaining. So we are talking about hundreds of nests, from hundreds to 0 in 30 years. The leatherback, this one was the biggest turtle and it's the biggest sea turtle.
it's gone from here. Also the olive ridley is gone. Last year we had around 20 nesting individuals, so the population is very small, the nesting population. The main purpose started to be collecting turtle eggs to make sure that there are no poachers anymore collecting them for eating, because it's a local tradition in Malaysia to eat sea turtle eggs. It's Jawara Turtle Project history is the first time we had so low amount of nests. In that place we relocate all the nests and we make sure that they incubate safely, and as soon as they hatch we release the babies to the ocean. How many eggs in the first nest? And this is the cold box where they've stored the eggs. So now they are soft, but in a couple of days they become a bit harder. Okay. They will fill in with more air. Now there's like a little bit of space. So now it's also wet. They are coated with this fluid that has antibacterial and fungal properties, and then it will dry and it will become a little bit harder. Yeah. Yes. So it compacts it like that. We make sure these eggs will make it safe to the water when they are baby turtles. The temperature in the sand is very important for the incubation of the eggs, because this will determine the gender of the baby turtles. Warmer temperatures will make more females usually, and cooler temperatures will create males. Now with the climate change, global warming, in most of the places there's a lot more females than males. The sex ratio is biased towards females. They've been in the earth for 120 million years ago. We love wild animals, but we love them in the wild. It's better to stay in a distance, like as observers, just admiring the beauty of the nature. We don't need to interact, just respecting them. It's not about sea turtle, it's about the whole environment. I hope in the future everyone is aware of how important it is conserving the nature. It's our home, so we should take care of it. They want to do something good for the world. And here I am, and you don't need to be special, you just need to follow your instincts. We do another kind of environmentally friendly activities, helping marine pollution, plastic and overwaste. It's really helping the whole environment. Yeah, it's all connected, let's say. Huh? It's all connected, exactly. If we have healthy coral reefs, we will have turtles coming to eat the corals, so that's good for them. Sea turtles will spend a big part of their lifetime living in coral reefs. The healthier is the reef, the more turtles will be living on it, because more food is available and also more habitats are available for sea turtles. I manage the Coral Reef Rehabilitation Project. That means from making artificial structures to using the coral rehabilitation tank to grow corals under controlled conditions. They will be here for a period of 6 months until they are ready to be transplanted back on the reef. So at the same time we can explain to tourists, to local people, why they are threatened and they need our help. Since the past few decades, coral reefs have been threatened by humans. The main threat is global warming, which is causing corals to bleach. The tiny algae that is living within their tissues in symbiosis, they expel it out, and that means corals are not able to generate energy. Together with that threat is coming the acidification of the ocean, which is another response from absorbing CO2 from the atmosphere, and corals are not able to synthesize their structures that they need for support. We are making artificial concrete blocks that will be sunk underwater once they are dry enough. We are going to search for broken coral pieces, and using cable ties or metal wire, we will fix as many corals as possible onto these concrete blocks. And then the most important thing is to maintain them. So we are going to take care of these new coral fragments. Using a toothbrush, we will clean and remove every single organism that is trying to get fixed on the blocks. We are expecting in time of 3 to 5 years to have like a proper and mature reef.
the more species you work with, the more diverse the reef will be and the more marine organisms will live on it. Over last year, we recorded around 29 different species interacting with the structures, most of them for food, but we also find out that some species are looking for protection. Oceans are critical for human survival in the way that they control everything. They control the oxygen we breathe, they control the weather, the temperature. So we need healthy ocean. We are just passing by. The planet doesn't belong to us. We belong to the planet and we have the obligation and the responsibility to take care of it. Life is good. Ça fait maintenant quelques jours que je suis sur l'île de Tioman et ça me démange de la découvrir depuis le ciel. Première étape, me procurer du carburant pour l'ULM. Et dans ces petites îles, tout reste très artisanal. Ah, perfect. 4, 1, 2, 3. Perfect. Okay. C'est un vol incroyable ce jour-là au-dessus de Tioman. D'abord, c'est une île merveilleuse, un petit paradis sur Terre. Et puis, j'ai enfin retrouvé le plaisir de voler avec ma machine, de faire du vol de proximité. Bluffé, j'ai même fait la course avec des bateaux. Comme c'est souvent le cas, la nature est dégradée par le manque de conscience et de responsabilité de ceux qui pourtant en dépendent. Une randonnée en forêt me fait réaliser que Tioman ne fait pas exception. C'est dommage parce que pour amener tout ça ici, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour les ramener à la poubelle après. Des couches de bébé. L'équipe du Juara Turtle Project est aussi, bien sûr, sensible à la menace que posent les déchets sur la santé de nos océans. Ils organisent régulièrement, avec l'aide de bénévoles, des nettoyages de la côte de Tioman. C'est aujourd'hui la journée mondiale des océans. Une bonne occasion de leur faire une beauté. And doing cleaning up the plastic from the beach that has washed in from the tide. It's not bought by people because more people come here. It comes off boats and from flying away from landfill and is a very big problem for all the marine life in the area. It causes great distress and kills the turtles. So I try to help. We should try to keep our world a bit clean, no? Because at the end is where we live and where the future generations are going to live also. I think it's our responsibility, that's it. It's a good reason though. Yeah. This is one very important way to help conserve the turtles. On présume, vu ce qui est noté sur les bouteilles, que certaines bouteilles viennent de Thaïlande et d'autres pays qui sont, si ça se trouve, vraiment loin d'ici. Et tous ces déchets viennent terminer leur course sur cette plage, au même titre qu'ils viennent terminer dans plein d'autres endroits. Il
faut vraiment faire une journée de nettoyage. C'est la seule manière de se rendre compte du volume de plastique qu'il y a sur un tout petit endroit comme ça. C'est incroyable. À ce stade de l'expédition, je dois prendre une décision sur le parcours afin de voler vers l'est de l'Asie, puis de changer de continent. Mais administrativement, ce n'est pas simple. En fait, ce n'est pas moi qui vais choisir mon itinéraire, mais l'administration, en raison de toutes les interdictions de survol. Je quitte donc la Malaisie pour un long périple le long de l'arc indonésien. Premier objectif, survoler l'île de Sumatra pour atteindre celle de Java. À mon atterrissage à Sumatra, je sens que mon moteur ne tourne pas rond. Là, la machine tourne sur 3 cylindres au lieu de tourner sur 4 cylindres. Donc, j'ose pas décoller sur 3 cylindres, ça se tient. Everything okay? Impossible pour moi de réparer. Et c'est par la route et par bateau que ma machine va rejoindre un spécialiste du moteur Rotax à Jakarta. Après 7 jours d'intervention et un injecteur neuf, je suis de retour dans l'aventure. Au début de mon vol au-dessus de Java, je me suis bien fait secouer par des rafales de vent. L'aventure, ça se mérite. Le site de Prambanan est assez unique parce que c'est le deuxième plus grand temple de l'Asie du Sud-Est. Le plus grand des temples étant Angkor Wat, qui se situe au Cambodge. Il était composé à l'époque de 224 temples. Maintenant, il y a uniquement les 4 gros avec leurs moyens de transport qui sont les petits temples devant, qui sont encore debout. Les autres sont en ruine. En 2003, il y a eu un énorme tremblement de terre. Tous ces temples se sont effondrés et ils sont en train de les reconstruire maintenant. C'est vraiment un travail de fou parce que chaque pièce a sa place. Elles ont toutes des petites encoches qui s'imbriquent les unes dans les autres et tu peux pas mettre vraiment comme tu veux. Donc c'est vraiment comme un Lego que les gars qui reconstruisent doivent vraiment mettre ensemble, quoi. À proximité de Prambanan, au centre de Java, se dresse le temple de Borobudur. Vieux de 1200 ans, ce temple forme une représentation de la cosmologie bouddhiste. Ces 72 stupas, en forme de cloche ajourée, organisés autour du stupa principal, forment en réalité un énorme unique stupa, lequel, vu du haut, s'apparente à un mandala géant. Chacun d'entre eux renferme un bodhisattva, ou Bouddha avant l'éveil.
Après ces moments de contemplation au cœur des temples de Java central, je poursuis mon expédition vers la pointe est de Java et une force de la nature, le volcan Ijen. La barre bouge beaucoup, on arrive aux abords du volcan Ijen, que je pense escalader demain ou après-demain. Ah, c'est incroyable. Je sais vraiment pas comment les gars ils font pour travailler ici. Ils ont vraiment pas le choix parce que dans les alentours, il n'y a aucun autre travail. Et du coup, ils sont obligés de faire ce travail-là. Il y a des gens qui travaillent ici depuis 10 ans et qui gagnent entre 10 et 12 euros par jour pour faire ce métier. Ils gagnent 2 fois plus en faisant ce travail qu'en travaillant dans les champs. Arrivés à 40 ans, ils sont complètement cassés de la vie et ils doivent arrêter. Et une partie d'entre eux meurent à cause d'infections pulmonaires. Les mineurs qui sont là, ils font 2 voyages par jour. Donc ils descendent dans la caldeira, ils viennent ici enlever le soufre qui est derrière moi, ils le ramènent, en haut dans des baquets et puis ils font ça 2 fois dans la journée. À partir du moment où ils sont trop vieux pour pouvoir sortir le soufre, soit ils deviennent agriculteurs s'ils ont encore assez de force, soit autrement ils viennent à la charge de leur famille, de leurs enfants, parce qu'ils sont incapables de travailler, ils sont usés par ce métier qui est super difficile. Quand il y a des fumerolles comme ça, tu te mets à genoux et puis tu attends que ça passe. Oh. Et juste à 50 mètres ici de ces fumerolles, il y a ces fameuses flammes bleues qui sont tellement réputées. Il y a 2 endroits dans le monde où il y a des flammes bleues. Un des 2 endroits, c'est ici. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable à voir. Tu as l'impression que ça vient vraiment d'une autre planète. C'est le soufre à partir de 200 degrés qui commence à flamber. Je ne vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps. C'est littéralement irrespirable. Le soufre est absolument concentré. Quand il y a des nuages comme ça, même si tu as l'envie de partir, tu peux pas, tu dois rester ici. Parce que tu vois pas du tout, la fumée est tellement dense que le sentier est totalement recouvert. Pour arriver à porter des charges qui peuvent atteindre 80 kg, les mineurs équilibrent minutieusement leur panier à l'aide de petits morceaux de soufre. May nergut ya, mau masker wes. Kuat, Pak. Hah? Oh, alhamdulillah. Ce volcan a démarré son activité il y a plus ou moins 250 000 ans. Et sa dernière éruption, je crois que c'était en 2010. L'Ijen a fait 74 morts depuis les années 80, dont des mineurs et des touristes qui étaient dans la caldeira à ce moment-là. Ce qu'on voit derrière moi est censé être le plus grand lac d'eau acide du monde. Son pH est de 0,2. Autant dire que c'est de l'acide pur. C'est assez déconseillé d'aller se baigner apparemment.
C'est quand même incroyablement beau, hein? Quand tu voyages, tu es un témoin, un observateur. Tu ne peux pas toujours changer les choses que tu vois, mais tu peux les observer. Ça peut te rendre meilleur, ça peut t'apprendre énormément et te permettre de relativiser aussi. C'est ça que me permet cette aventure incroyable autour de la planète, quoi. Si jamais l'Ingen y pète, c'est par là-bas qu'il faut se barrer.